à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vue d'ici. On se trouve aujourd'hui au Grand Bornand. On va vous faire découvrir cette maison du patrimoine qui se trouve juste derrière moi avec une maison typique d'ici. On ira également dans le cœur du village, on ira aussi voir son église et on terminera l'émission du côté du Chinaillon. Bref, un programme encore très chargé pour ce numéro de Vue d'ici. Sans plus tarder, on vous emmène. Bonjour Paul. Bonjour. Alors on débute cette émission, on est du côté de la maison du patrimoine. C'est une maison qui est typique d'ici. Expliquez-moi un petit peu cette maison. C'est la maison traditionnelle, c'est-à-dire qui a existé pendant des siècles, qui a été améliorée au début du XXe siècle, 19e siècle. Il s'en est beaucoup reconstruit, puisqu'on a trouvé des morceaux de bois de 1595 ou 17 dans les pignons qui avaient été récupérés. C'est surtout au 19e siècle, 18e, 19e, que ces maisons ont été construites. La population était aussi importante que maintenant, mais la particularité de ces maisons, c'est qu'elles abritent les gens et les animaux. Donc tout le monde vit sous le même toit. Elle est faite par les paysans qui amènent le bois, qui préparent le bois, les carissent à la hache et décident de refaire la maison. Et dans le même type de construction, il y a les greniers, il y a les granges qui n'ont pas la même fonction. Et il y a les chalets d'alpage aussi. Alors, la différence du chalet d'alpage et de la maison, c'est que le chalet d'alpage, on y restera que l'été. Alors que les maisons traditionnelles, on redescendra pour rentrer les foins, mais c'est la maison où on viendra se regrouper l'hiver. Le village a brûlé. Il y a des hameaux qui ont brûlé aussi, comme certaines villes de la vallée de l'Arve au 19e. Et c'est reconstruit en pierre après, mais ces maisons traditionnelles, il y a tout un mitage du paysage par ces maisons, parce que pour avoir une maison en activité, il faut avoir quelques hectares de terre. Alors même les hameaux, les maisons ne se touchent pas, parce qu'il faut occuper tout le terrain. Alors justement, comment elles sont construites ces maisons? Elles sont sur plusieurs étages, c'est ça? Oui. Le premier niveau qui fait que la moitié de la surface sur le côté aval, c'est où il y a la jument, les petits animaux, les caves aussi. Au-dessus de ce premier niveau, c'est l'habitation. Quand on occupe toute la surface côté amont, c'est les vaches. Et au-dessus de tout ça, le foin. Le volume de la grange fait les 2/3 à peu près du volume de la maison. Parce qu'il fallait on n'avait pas les machines pour rentrer le foin, il fallait rentrer le foin en vrac. Et pour 6 mois d'hiver, on devait avoir un énorme stockage de foin. Finalement, c'était plus une maison pour les animaux que pour les hommes. Eux, ils occupaient une très petite surface. Oui. Bien sûr, les animaux et surtout la grange occupaient les 2/3 au moins de la maison. Et à côté, je vous ai dit, il y a le grenier, puisqu'on occupe la grange avec du foin. Le grenier servait aussi d'entrepôt des objets précieux, des vêtements, des grains, d'où le nom grenier, qu'on appellera autrement dans une autre vallée. Mais ici, c'est bien le grenier. Et la maison du patrimoine, c'est pas le premier chalet dont on parle, c'est peut-être Jean-Jacques Rousseau. Et puis après, les premiers architectes, c'est Laprade à Chamonix, qui rachetait des chalets d'alpage, et le même à Megève, qui ont fait construire des maisons qui ressemblent aux maisons traditionnelles, mais qui n'ont pas la même fonction. Toute la fonction fait... ça, c'est une maison pour un paysan avec ses bêtes. Et une exploitation, à ce moment-là, c'était 4-5 vaches, une jument et des petits animaux. On vivait un peu en autarcie. Aujourd'hui, ces maisons, elles font partie elles font partie du paysage du Grand Bornand. Tout à fait. On a reconstruit à partir de ce même modèle, grâce aux gens du pays, aux artisans qui avaient l'habitude de construire comme ça, et même aux promoteurs qui ont comme il y avait une vie qui existait, on a construit tous les lits. Il y a une 20 000 lits à peu près pour les locations saisonnières. Eh bien, ressemble étrangement, confond les maisons traditionnelles dans le paysage. Eh ben, merci beaucoup Paul, nous on va filer, on va monter quelques étages au-dessus, on va filer à la grange, on va aller nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup.
Bonjour Céline. Bonjour. Alors on est monté, on est un petit peu de quelques étages, on est donc ici dans la grange, c'est ça? Voilà, on est dans la grange de la maison traditionnelle, donc lieu de stockage pour le foin, pièce la plus grande de la maison et ultra ventilée comme vous pouvez le constater. Oui, on est dans le courant d'air. Autour de nous, beaucoup de trous dans ces fameux madriers pour assurer la ventilation et limiter la fermentation du foin. Sinon, on a un risque d'incendie. Alors vous l'avez dit, plus grande pièce de la maison, il y a différents endroits. On a notamment cette énorme poutre qui maintient la toiture, c'est ça? Voilà, la spécificité effectivement de la grange, vous avez la poutre maîtresse, terme architectural, mais localement on l'appelle aussi la pointe d'âne, comme l'animal, ANE. Et donc on part du principe que c'est une poutre à peu près de 11 mètres de hauteur et qui va soutenir l'intégralité de la toiture de la maison. Oui, parce qu'on la voit, elle part de tout en bas de Voilà, la pièce. elle part du deuxième niveau de l'habitation et elle monte jusqu'à la grange. Et quand on regarde cette poutre correctement, notre œil est souvent attiré par une inscription, par une gravure. Vous retrouvez 4 chiffres suivis de 2 ou 3 lettres. Et ça, c'est le cas pour toutes les maisons traditionnelles dans le massif des Aravis, bornes Aravis. Donc les 4 chiffres correspondent à l'année de construction de la maison et les 2 ou 3 lettres qui vont suivre seront les initiales du propriétaire de la maison. Ces maisons, elles sont construites de manière collective. On ne faisait pas intervenir du tout de, je dirais, professionnels. D'accord. Même technique de construction pour toutes les familles. Alors cette poutre, on l'a vu parce qu'on a visité toute la maison. En bas, par exemple, Voilà. ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un meuble qui est construit autour de cette poutre. Voilà, puisque les personnes cherchaient à utiliser au mieux la surface de leur habitation, notamment en cuisine. Le meuble qu'on appelle crédence, donc l'équivalent d'un vaisselier, était construit spécialement sur mesure autour de cette poutre. Donc on pouvait gagner de l'espace, mais si la famille avait l'occasion de déménager, eh bien la crédence, il fallait la laisser sur place. Elle restait sur place. Alors à côté de cette poutre, on a une énorme cheminée en bois. Voilà. Autre particularité effectivement de cette architecture des maisons traditionnelles bornes Aravis, vous avez une grande cheminée pyramidale puisqu'elle est faite en bois intégral, extérieur comme intérieur, et aucun revêtement à l'intérieur de la cheminée. Donc pour éviter le risque d'incendie, feu de cheminée, il fallait adopter cette forme-là. Juste un petit inconvénient, c'est que c'est un gouffre énergétique, véritable gouffre énergétique, puisque les 3/4 de la chaleur, quand on fait du feu en cuisine, en bas, les 3/4 de la chaleur partent du bâtiment. D'accord, donc c'est bon. Ça chauffait, mais pas complètement toute la maison. C'est ça. Alors on est placé devant deux maquettes pour construction de toiture en fait. Il y a deux différences. C'est quoi la différence entre ces deux maquettes? Alors, une toiture propre au niveau du grenier, le coffre-fort familial comme l'avait évoqué Paul tout à l'heure, et puis une toiture qui va être vraiment caractéristique des maisons. La toiture du grenier, elle va être quand même assez pontue. On ne doit pas faire rentrer d'humidité à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on va utiliser des petites planches de 40 cm, les fameux tavaillons, qu'on va devoir clouer pour qu'ils puissent rester en place. La toiture de la maison, quand vous levez un petit peu votre tête, vous devez vous apercevoir qu'on a quand même une grande surface. Et comme les clous coûtaient très cher aux familles, on les achetait chez le forgeron en limité, eh bien il a fallu trouver une autre technique de toiture pour la maison. Donc là, le toit des maisons, eh bien, il sera moins pentu et on va utiliser des planches qui font 80 cm qu'on va simplement poser sur le toit. Et c'est ce qu'on appelle localement des ancelles. Les unes sur les autres. Voilà. Juste le petit bémol au niveau de ces toitures locales, tout simplement que le bois, au bout une trentaine d'années, le bois va pourrir. Donc c'est des toitures qu'on va qualifier de cycliques. Il faut les changer régulièrement. Le toit du grenier, on a simplement à arracher les planches, on remplace. Le toit de la maison, par contre, on a ce qu'on appelle une corvée de brassage à faire après 25 ans. Vous montez sur le toit de votre maison, vous allez tirer la planche avec la partie pourrie vers vous, vous la retournez et vous la mettez au même endroit. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est très long à faire. Voilà, comme on a quand même beaucoup de bois à fondre, d'ancelles à fabriquer, il fallait trouver une technique pour pouvoir avoir une 50aine d'années à disposition et avoir tout le stock disponible pour refaire la toiture au complet. Vous le faites encore aujourd'hui? Donc le système des ancelles, ça se fait quand même de moins en moins. On ne peut pas les trouver dans le commerce, donc à vous de les fabriquer de vous-même. Ça demande du temps notamment. Par contre, le tavaillon, depuis 1992, arrêté municipal. Donc là, effectivement, obligation d'utiliser ce type de toiture-là sur tout type de bâtiment. D'accord. Au niveau du village. Alors, pour parler plus globalement de cette maison du patrimoine, donc on peut venir visiter. Vous avez beaucoup de visiteurs tous les ans? On va dire donc de manière annuelle, on accueille à peu près l'équivalent de 9 à 10 000 visiteurs. Alors comment ça se passe si on veut venir visiter? Comment ça se passe cette visite? Alors on reçoit des groupes, donc les groupes c'est surtout sur réservation, une visite de la maison mais aussi ce qu'on appelle hors site, visite dans le village comme on ira tout à l'heure ou au Vieux-Chinaillon. La visite pour les individuels, des visites guidées qui sont proposées en pleine saison.
été ou hiver. Ça, c'est en fin d'après-midi. Et puis sinon, si vous aimez déambuler dans la maison tranquillement, aller à votre rythme, sans guide, pas spécialement, c'est les 3 quarts de la journée. D'accord. Donc après, faut se renseigner sur les horaires d'ouverture, qui peuvent changer un petit peu en fonction des périodes. Mais voilà, toujours ouverte à la nuit. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On va Merci à filer vous. direction le centre du Grand Bornand et Voilà. puis on va continuer à parler patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Céline, on a quitté la maison du patrimoine, on se retrouve ici au centre du Grand Bornand. On est devant une immense fresque. Qu'est-ce que c'est que cette fresque? Donc cette fresque, elle fait partie en fait de l'Arvache. Pour la petite histoire, en l'an 2000, le village venait de passer au-dessus des 2000 habitants à l'année et il y avait 2000 vaches au total. Donc pour la triptyque, la commune a choisi de proposer une peinture, une fresque dans le village. Et chaque année, finalement, ça a tellement bien pris que vous avez à nouveau une fresque ou une sculpture qui habite un endroit de la commune. Alors qu'est-ce qu'elle représente cette fresque? Donc cette fresque-là, elle s'appelle la fresque des métiers oubliés. Et elle représente en fait 4 métiers qui étaient présents au 19e siècle, au lieu où l'on se trouve aujourd'hui. Donc pour la partie basse, en lien avec des chevaux, puisque c'est bon quand même de rappeler qu'on était l'un des 3 haras de Haute-Savoie, derrière Sallanches et puis La Roche-sur-Foron, au 18e siècle. Juste au-dessus de vous, une poterie à l'heure actuelle. Mais jusqu'au début 20e siècle, si ma mémoire est bonne, vous aviez notamment de l'élevage, de l'insémination en fait de juments, pour du commerce de poulains. Et en petite histoire, les familles du Grand Bornand partaient faire leur négoce, leur commerce, jusqu'à Flumet, dans le Val d'Arly. Ah oui. Donc le commerce devait être bon. Le deuxième personnage, un cordonnier. Un cordonnier avait sa place dans ce grand bâtiment, juste en face de nous. Comme d'ailleurs la couturière, qui est représentée ici. Et puis, dernier personnage représenté, c'est le colporteur, qui est l'équivalent d'un marchand ambulant. Voilà un petit peu. Donc ces fresques, c'est des fresques qui sont collectives pour la plupart d'entre elles. Elles sont faites pendant le Festival du Bonheur des Mômes, à la fin août. Et elles sont encadrées par un artiste peintre qui s'appelle Pierre Amidry. D'accord. Et donc sa compagnie, elle s'est montée en 2007 et ça s'appelle Melting Paint. Alors ça fait partie du décor maintenant, c'est Voilà, c'est original finalement. C'est tout à fait ça. Des lieux qui sont habités, qui rajoutent un petit peu de vie et qui permettent aussi de garder certains éléments d'historique du village. Et puis ça ramenait l'art un petit peu dans les rues aussi, c'est voilà. sympa, Et peut-être aussi faire un petit clin d'œil à notre deuxième pilier économique, puisqu'étant l'une des premières communes agricoles de la Haute-Savoie, chez nous on va dire que la vache elle est un petit peu sacrée, à l'équivalent de l'Inde. Alors on verra la fresque qu'il y a juste en face, juste après Voilà. avec Paul. En se baladant, on est passé devant la place du marché. Cette place, elle a une vraie histoire aussi au Grand Bornand. Cette place-là, effectivement, donc on est passé devant un bâtiment qu'on appelle la Grenette, donc à base de grains, là où on allait vendre justement ces céréales, mais pas que, puisqu'à partir du XVIIIe siècle, vous aviez le marché au Roblochon qui se passait tous les mercredis matins. Et ce marché a mis à peu près 15 ans avant d'arriver à voir le jour, puisqu'il y a eu des problèmes administratifs à régler. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, alors le lieu effectivement de vente des reblochons a été déplacé devant l'office du tourisme. Ça, c'est depuis les années 60, puisque l'accès à cette place était quand même relativement compliqué et difficile, surtout pour les juments, puisque la place est quand même assez raide. C'est ça. Et puis autre anecdote, c'est le fameux incendie dont Paul avait évoqué tout à l'heure. Donc un incendie fin 19e siècle qui a détruit une trentaine de maisons au total. Et c'est ce qui explique que quand vous vous baladez dans le centre du village, autour de la Grenette, vous n'avez plus aucune maison traditionnelle, comme on l'a vu ce matin, le tiers en pierre et le restant avec du bois, mais que des maisons en pierre uniquement. Qui permet de faire des fresques. Qui permet effectivement de faire des fresques à l'heure actuelle. Eh ben merci beaucoup Céline, on va aller voir la fresque d'en face avec Paul. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter ce village. Alors Paul, on est devant une nouvelle fresque. Cette fresque, qu'est-ce qu'elle représente? Donc il y a les vaches en dessous et tout en haut, il y a un des sommets représentatifs de cette chaîne là où on se trouve. La chaîne des Arabes et le plus haut sommet à gauche, là, la pointe percée qui fait 200 mètres de plus que la chaîne en général. Et on a un document d'une personne qui est montée il y a un peu plus d'un siècle avec un cyclographe qui voulait prendre la chaîne du Mont Blanc qui est derrière. Et c'est le sommet important de la chaîne, qui représente la montagne, si on peut dire. Alors là, sur la chaîne, on voit pourquoi ça s'appelle la pointe percée, parce que ça a quand même Ah, sur la gauche, sur le flanc gauche, il y a le doigt, et à la hauteur du sommet du doigt, il y a un trou où
D'un 2 mètres, on peut tenir debout, c'est le trou de la Pointe Percée. Vous avez déjà fait? Vous êtes déjà allé, Oui, j'imagine. oui. Et puis depuis le col des Ânes, par exemple, à une certaine heure, on voit le soleil à travers le trou. C'est un moment magique. C'est le sommet qui est incontournable ici dans cette chaîne des Aravis. Oui, Beaucoup y vont, beaucoup font cette randonnée. On a fait souvent avec un guide, quelquefois tout seul, mais il faut déjà être un peu montagnard. C'est pas à la portée de tout le monde. On domine vraiment puisqu'on s'en sert pour voir toute la chaîne du Mont Blanc en face, la vallée de l'Arve à gauche et tout de l'autre côté, si vous voulez. C'était important du coup qu'elle soit comme ça dans ces fresques, elle était forcément obligée d'être Tout à fait. représentée. Tout à fait. Elle fait partie du paysage du Grand Bornand. On croit de la voir partout. Quand on voit un sommet de la chaîne, on dit c'est la Pointe Percée. Et il y en a qu'une. Il y en a d'autres qui ont des trous, mais la Pointe Percée, c'est un lieu-dit bien particulier. Elle est unique. Oui. Et ben merci beaucoup Paul, si jamais on veut venir, en tout cas les gens peuvent venir visiter et puis venir faire cette randonnée de la Pointe Percée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour. On vous a rejoint, on est dans l'église du Grand Bornand. Alors cette église, déjà quel style c'est cette église? Alors cette église est une église de style néo-gothique. Donc elle a été reconstruite au 19e siècle. Il a fallu près de 60 ans pour la reconstruire, entre 1817 et 1877, date de sa consécration. Pourquoi ça a été si long? Pourquoi ça a été si long? Parce que cette église a un format inhabituel. On a recherché à la reconstruire sous les formes du gothique, de l'âge d'or de l'église, c'est-à-dire on a recherché à construire une église grande, belle et en élévation. On a recherché la lumière, donc il y a fallu beaucoup de temps pour la reconstruire de cette manière. Cette église est placée sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, que vous pouvez retrouver dans plusieurs éléments, à l'extérieur, en façade de l'église, et également en éléments intérieurs, comme ici devant vous, sur le retable. Alors justement, dans cette église, il y a plusieurs pièces qui sont remarquables, Oui. Notamment celle-ci qui se trouve derrière nous. Expliquez-nous un petit peu cette pièce. Alors tout à fait, la pièce la plus remarquable à l'intérieur de ce retable qui a été réalisée en 1821 est la pièce qui se trouve en soubassement. Il s'agit de la dormition de la Vierge, c'est-à-dire le décès de la Vierge Marie. Cet élément proviendrait de l'abbaye de Tamier. Il s'agit d'un bien qui a été racheté par des gens du village du Grand Bornand au sortir de la Révolution française en 1805. Et elle était amenée ici et replacée dans cet élément réalisé donc un peu plus tard. L'idée c'était de montrer la grandeur aussi, parce que voilà, vous le disiez, le gothique c'est des volumes impressionnants. Là cette pièce aussi c'est un peu ça. Alors cette pièce est une pièce remarquable qu'on trouve de façon assez rare, notamment dans les églises paroissiales. On va retrouver la dormition de la Vierge, par exemple à Talloires. Voilà. Et puis elle raconte quelque part aussi l'élément, la vie, la mort et la résurrection de la Vierge avec sa montée aux cieux. Voilà. Alors il y a cette pièce, mais il y a aussi deux tableaux remarquables. Oui, donc les deux tableaux dédiés donc à l'Assomption de la Vierge. Celui-ci est sans doute le plus ancien, donc il correspond il s'agit certainement d'un tableau de la précédente église du XVIIIe siècle. Cet élément serait plutôt un tableau du XIXe siècle. Donc on va représenter tout simplement la montée au ciel de la Vierge. Voilà. Alors ces deux tableaux, mais alors il y a aussi quelque chose qui est assez impressionnant, c'est l'orgue qui est posé là-bas, qui est extrêmement imposant aussi. Oui. Et en même temps qui n'est pas du tout néo-gothique. Il a été réalisé donc en plein XXe siècle, en 1988, ainsi que l'autel qui se trouve derrière nous. Donc cet orgue est un orgue à 40 jeux. Il s'agit d'un orgue réalisé par le maître Giraud, qui avait son atelier donc dans la région grenobloise. Il a été réalisé en chêne et en poirier. Et ce qui est vraiment intéressant, donc, c'est à la fois ces dimensions exceptionnelles, ces qualités de son. Beaucoup de concerts sont tournés ici. Et puis également, il ne cherche pas du tout à reprendre les éléments du gothique, à imiter le gothique du 19e siècle, mais il va reprendre des éléments architecturaux comme ces pinules qui vont monter également vers le ciel. Voilà.
On va trouver également des motifs décoratifs, floraux, voilà, qui vont être des évocations des stalles qui se trouvent derrière nous. Alors ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que donc là on est dans un style néo-gothique, c'est assez rare, on est plutôt dans du baroque d'habitude. Là c'est néo-gothique, il y a beaucoup d'églises de ce style-là dans la région. Oui, on va en retrouver dans la région des Pays de Savoie, bien évidemment. Alors par cette dimension, l'église du Grand Bornand est sans doute exceptionnelle. Je voulais également remonter sur un point, c'est que cette église n'a pas été créée ex nihilo. Il existait une église baroque précédemment, donc au XVIIIe siècle. Elle avait été réalisée à partir du XVIIe siècle suite à un incendie du village. Donc nous avons un certain nombre d'éléments écrits, des témoignages dans les archives notamment de la paroisse, qui témoignent également de cette ancienne église. Voilà. Donc il y a eu plusieurs. L'église a toujours été à cet endroit, mais finalement elle a connu du Moyen Âge, de la fin du Moyen Âge. Nous savons qu'il y avait une église donc ici au Grand Bornand au XIVe siècle. Voilà. Et alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement c'est une très grande église pour un petit village de 1000 habitants. Finalement c'est vrai que ça paraît presque disproportionné par rapport à la paroisse. Tout à fait, mais ça correspond à une période du XIXe siècle de plein essor démographique, d'élan démographique et économique de la vie du village. Il ne faut pas oublier également qu'un certain nombre d'habitants du village partaient en émigration de façon temporaire ou définitive. Et n'oubliez pas de ramener de l'argent pour doter leur église qui était alors en construction. Voilà, donc deux familles principalement ont fait des dons, donc la famille Antoine Milhomme et la famille Angelot ont fait des dons importants, sinon aider à la réalisation d'éléments mobiliers que l'on découvre tout à l'heure. Il y a des éléments protégés dans cette église. Oui, tout à fait, donc un certain nombre d'éléments sont protégés, les fonds baptismaux, la chaire et deux tableaux, en particulier le tableau du rosaire. Merci beaucoup Nathalie. Merci. On va filer, on va au Vieux Finaillon, c'est ça? Très bien. Allez, c'est parti. Alors Nathalie, on a quitté le cœur du Grand Bornand. Où est-ce que vous nous avez emmenés là? Alors je vous ai emmené donc au Chinaillon et précisément vous trouvez devant le vieux village du Chinaillon, qui est l'un des principaux hameaux du village, avec sa chapelle qui remonte donc au XVIIe siècle, qui a été fondée en 1677. Alors ce village, il est représentatif, c'est vraiment représentatif ici de ce qu'on fait au Grand Bornand, que ce soit par exemple l'agriculture surtout. Exactement, il est représentatif par l'architecture, par l'agriculture, il est l'âme du village du Grand Bornand. Et vous pouvez le voir tout simplement par les paysages sculptés, travaillés par les agriculteurs depuis des siècles, donc avec le lachat du Grand Bornand qui se trouve derrière vous. Quelle place justement ils ont les agriculteurs ici? Ils ont une place absolument essentielle, en tout cas jusque dans les années 1960 et encore aujourd'hui nous comptons une quarantaine d'exploitations en activité. Donc la majorité sont des producteurs de reblochon. Nous sommes ici au berceau du reblochon. Donc vous l'avez dit, une quarantaine, c'est beaucoup encore pour, encore une fois, on rappelle une population de 2000 habitants. 2000 habitants, 200 personnes qui vivent de l'agriculture ici au Grand Bornand. Donc ils sont tous, donc ils ont leur maison, on l'a vu tout à l'heure avec Paul, c'est des maisons typiques de l'époque où voilà, ils ont leurs animaux à côté aussi. C'est toujours un petit peu comme ça. Alors les fermes ont été transformées, agrandies, modernisées pour répondre aux exigences de la modernité et puis pouvoir vivre dignement de leurs produits. Donc la plupart ont conservé les maisons traditionnelles à titre d'habitat et l'exploitation est dissociée de la maison et se trouve à côté, agrandie, modernisée et permet à la fois la traite, la transformation du lait en reblochon. Alors il y a aussi forcément le tourisme et le ski, surtout l'hiver. Ça reste un point essentiel aussi ici au Grand Bornand. Exactement, depuis les années 1960, date vraiment de l'explosion du développement de la station du Grand Bornand par son activité en ski alpin, justement précisément ici au Chinaillon, et ainsi qu'une activité très importante au niveau du ski de fond et plus récemment du biathlon. Oui, parce qu'on pour situer un petit peu pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas bien, par rapport aux pistes de ski, elles sont là derrière nous. Voilà, donc le village du Grand Bornand est divisé en deux vallées, la vallée du Chinaillon et la vallée du Bouchet. La vallée du
Chinaillon est plutôt consacrée au ski alpin et la vallée du Bouchet plutôt consacrée au ski de fond. Bon là c'est la période de transition entre l'hiver et l'été, donc les vaches sont pas encore sur... Mais les agriculteurs sont déjà en train de travailler. Là on a vu passer quelques tracteurs, Voilà. ça y est, la vie reprend un peu plus en extérieur dès que le soleil arrive. Exactement, c'est la préparation des champs, c'est les parcs avant que les vaches ne sortent vraiment d'ici un mois environ, avant de monter en alpage, puisque nous pratiquons toujours la montée en alpage, c'est-à-dire fin mai, début juin, la plupart seront en alpage, entre 1300 et 1700 mètres d'altitude, pour exploiter au mieux les pâtures disponibles et redescendre en fin septembre, début octobre. Alors pareil, c'est comme l'église, si on veut venir visiter, vous faites des visites ici de ce village, comment ça se passe? Tout à fait. Donc l'association propose avec ses guides du patrimoine donc une visite pendant les vacances scolaires. En principe, ce sont les jeudis en matinée, donc en direction des familles et puis bien évidemment sur réservation des groupes toute l'année. Et puis il y a des petites balades à faire quand l'été, on peut partir d'ici, c'est tout un chemin. Exactement. Voilà. Il y a plein de choses à découvrir ici au Grand Bornand. Exactement. Il faut venir vous voir, tous les guides du patrimoine, vous avez plein de choses à nous raconter. Patrimoine culturel, vous l'avez vu, mais également patrimoine naturel au travers de la montagne et de ses multiples richesses. Eh ben, merci beaucoup Nathalie de nous avoir découvert une petite partie du Grand Bornand et puis aussi laisser intéresser les téléspectateurs. Il faut venir ici. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. On était ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir autrement cette station du Grand Bornand. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, il y a encore plein de petites choses à voir qu'on n'a pas pu vous faire découvrir. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur 8montblanc et sur 8montblanc.fr. À très vite pour Vue d'ici. Now if you're looking for a man, understand that